À première vue, on pourrait presque les croire réelles. À Neufgrange, les passionnés de miniatures se sont retrouvés ce week-end pour la 7e édition de la grande exposition internationale de maquettes. Plus de 40 clubs et près de 120 exposants venus de toute la région, mais aussi d'Allemagne et de Belgique, ont présenté leurs créations. Parmi eux, Sébastien Heimburger, passionné depuis l'âge de 13 ans et qu'il continue depuis plus d'une quarantaine d'années, c'est lui qui a entièrement créé cette maquette-là. C'est un obusier en fait que j'ai recréé d'après une photo qui a été prise en décembre 1944. C'est des véhicules qui étaient au-dessus de Ribeauvillé, près de Colmar. Et donc j'ai reproduit à l'identique cet obusier. Voilà, je me suis vraiment basé et reproduit quasi à l'identique d'après la photo d'époque, quoi. Donc c'est vraiment un travail, je suis parti de figurines qui existent dans le commerce, que j'ai retravaillé, regravé. Donc voilà, j'ai un peu reproduit toutes les poses. C'est ce qui a été le plus long, entre guillemets, pour rendre le plus fidèle possible la maquette par rapport à la photo. Sur près de 300 mètres d'exposition, des avions, des blindés, des bateaux, des voitures ou encore des figurines se succèdent, faites parfois de plastique, parfois de résine ou de métal. Ici, chaque détail compte. Certaines maquettes demandent plusieurs semaines, parfois plusieurs mois de travail. L'exposition permet aussi de découvrir le savoir-faire du JFR Team de Neufgrange, organisateur de l'événement, spécialisé dans la conception et la fabrication de maquettes en résine. Un tirage d'une maquette en résine à partir des moules en silicone qu'on a fabriqués nous. Donc les pièces en résine pour fabriquer tout l'avion. Donc les pièces en résine, les petites pièces fabriquées en imprimante 3D qu'on fabrique également au club. Des détails en pièces métalliques photodécoupées qui sont aussi dessinés par un membre du club de chez nous. Et les décalques pour les décorations qui sont fabriqués aussi par un membre du club. Alors, ce sont des maquettes qui sont artisanales, qui ne s'adressent pas forcément à des débutants, mais on peut les monter. Depuis la fin du Covid, les visiteurs reviennent de plus en plus nombreux et au fil des éditions, ce rendez-vous est devenu l'un des plus importants de Moselle-Est pour les amateurs du genre. En quelques minutes à peine, tout peut basculer. Des histoires brèves, parfois intenses, avec une note poétique. Que la beauté ne vient pas d'une divinité que l'on possède ou que l'on reçoit. Elle est dans la persistance, dans la façon dont on tient. 7 courts-métrages produits dans notre région, 7 univers qui ont captivé le public du festival Libre Écran, chacun à leur manière. Je sais pas, on a qu'à dire Sophie. Ah, moi c'est Manon. Sophie, c'est ma sœur en fait. Waouh, ce jeu commence super bien. J'aurais dû inviter Sophie aussi ou... En tant qu'ex? Ah non. Attends, il s'est jamais rien passé avec sa sœur. Hein. Enfin, je crois pas. Moi, je suis un youtubeur, j'ai l'habitude de mettre des vidéos en ligne, mais on voit jamais les gens en face de nous qui vont réagir. Là, d'entendre les applaudissements, les gens rire, c'est un truc que je peux pas ressentir derrière mon écran tout seul. C'était une première fois sur grand écran pour cette jeune réalisatrice et son équipe venue de Strasbourg. On a présenté le film, mon premier court-métrage qui s'appelle Grâce à toi. Et d'où m'est venue l'idée, y a des liens qui se créent, des fois qui ne sont pas forcément faits pour être vécus comme on le pense. Et du coup, on a des personnes qui sont mises sur notre chemin et qui nous apportent énormément de choses. Et c'est ce que ce film met en évidence. Alors pour moi, c'était vraiment un challenge parce que j'ai l'habitude de sourire tout le temps. Et en fait, là, il fallait que je sois très neutre. Que j'essaye au maximum d'être super sérieuse, voire un peu dramatique. Alors ça ressemble à ça. En même temps, à l'époque, ils n'étaient jamais allés au zoo. Par la parole et les écrits, des personnes qui ne savaient absolument pas à quoi ressemblaient les animaux typiquement exotiques d'Afrique, typiquement comme un lion, un éléphant, un rhinocéros. En fait, on se rend vite compte que c'est très dur et ça ressemble à un Pictionary. C'est littéralement quelqu'un qui vient, qui vous raconte un truc qu'on n'a jamais vu. Ces mêmes équipes ont profité de cette soirée pour partager quelques anecdotes croustillantes sur les coulisses de tournage. Mais non, il y a plein de couples qui font des photos romantiques dans des photomatons. T'es sûr? Mais oui, t'inquiète pas, on va faire ça le plus discrètement possible. C'est pas évident de tourner une scène un peu olé olé parce qu'il y a des jeunes qui passent, des gens qui s'arrêtent. Et ça, c'est un peu le bordel de devoir tourner parfois dans des lieux publics
parce que tout le monde s'arrête, tout le monde vient voir, les gens viennent te poser des questions, tu es en plein milieu d'une phrase, on a dit action mais les gens s'en foutent. 200 personnes ont assisté à cette deuxième édition qui avait lieu au Cinéma Forum de Sarreguemines. C'était la première fois qu'on y participait et des très chouettes découvertes de différents courts-métrages. Et moi, j'ai adoré celui où on découvre à la fin que la personne a Alzheimer. Ça a eu une petite émotion, je vous avoue que j'ai lâché un petit peu ma petite larme. Tout était un peu onirique, plus spectaculaire. Puis on voit que ça devient de plus en plus professionnel, donc c'est très agréable de revenir à chaque année. On n'a pas choisi tous les films sur des thèmes, on reste à d'autres propositions. Et puis, le public a adoré, donc c'était génial. Un festival organisé par ICAM Productions pour mettre en lumière ces films indépendants et associatifs produits dans notre région. Comprendre les défis de la forêt face au changement climatique. Le sous-préfet de Sarreguemines, Wassim Kamel, s'est rendu dans la forêt domaniale du territoire aux côtés de l'Office national des forêts. Dans l'arrondissement Sarreguemines Beach, près de 60% de l'espace est boisé. Un patrimoine naturel immense, aujourd'hui confronté à de nombreux défis. Sur place, les agents de l'ONF ont présenté leur travail quotidien, préserver la biodiversité, alimenter la filière bois et accueillir le public. Mais la principale inquiétude reste le dérèglement climatique. Sécheresse estivale, manque d'eau, fragilisation de certaines essences. La forêt évolue rapidement depuis plusieurs années. Ce qui était important avec ces professionnels, et c'est pour ça que je suis venu voir leur travail, c'est d'abord tout le travail quotidien de dentelle, de réponses appropriées qui font par rapport au dérèglement climatique, avec l'insuffisance de l'eau, avec des changements totaux de peuplement de nos essences. Ici, on était dans une forêt historiquement de hêtraies, et le travail très fin qui a été fait par les équipes de l'ONF, que je félicite, c'est la régénérescence, c'est les nouvelles plantations. Et aujourd'hui, on est à 60% d'une forêt avec du chêne. Pour s'adapter, l'ONF mise sur cette diversification des essences, mais aussi sur la régénération naturelle des parcelles. Plusieurs milliers de jeunes arbres sont également plantés pour préparer la forêt de demain. On est très exposé à des phénomènes de crise. Alors on essaye de faire tout notre possible, c'est-à-dire favoriser lorsque l'on va marteler les coupes, c'est-à-dire choisir les arbres à couper, favoriser les essences plus résilientes. Ensuite, on va introduire des essences qui ne sont pas des essences qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont des essences qui peuvent venir par exemple du sud de la France, mais qui restent des essences globalement locales pour justement mixer le nombre d'essences qu'on a, ne plus avoir que du chêne et du hêtre, mais avoir d'autres essences comme des arbres fruitiers. Notre cheval de bataille, si je puis dire, c'est de diversifier au maximum nos massifs. Autre problématique abordée durant cette visite, la surpopulation de sangliers. Des grillages sont installés dans certaines zones pour protéger les jeunes plantations et favoriser la régénération des sols. Un plan de régulation est également en préparation. Avec près de 5000 hectares de forêt publique à gérer sur le territoire, l'enjeu est désormais clair, adapter durablement ces espaces naturels aux conditions climatiques de demain. L'Europe au cœur de la soirée inaugurale du festival Loust in Sarreguemines. Le 7 mai n'est pas une date anecdotique. L'événement se déroule avant la journée de l'Europe et la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour cette nouvelle édition, un programme particulier attendait les spectateurs. Plusieurs lycéens du lycée Jean de Pange ont participé à un concours d'éloquence. Sur différentes problématiques, chacun devait créer un argumentaire et l'exposer au public sur la scène de l'hôtel de ville. Refuser d'intégrer ces nouveaux pays ne ferait pas disparaître ces tensions. Au contraire, ça pourrait même les aggraver. Alors que l'intégration, elle, pourrait permettre la mise en place de valeurs communes. C'est Divine Mama Yari, une jeune engagée dans le collectif pour un service civique européen, qui était à l'initiative de ce projet. Elle a reçu une distinction pour son investissement au sein du collectif. Moi, c'est aussi un projet un peu plus personnel. J'ai eu la chance de participer à un concours d'éloquence dans le cadre de mes études. Et lorsque je suis venue à Sarreguemines, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de pousser d'autres jeunes à prendre la parole
pour qu'ils sachent qu'il y a toujours quelqu'un qui veut les écouter en fait. C'est une des formes d'art qui inspire toutes les autres. Au final, qu'on soit en train de chanter, de peindre ou de faire de la musique, on s'exprime toujours et c'est vrai que pour nous autres êtres humains, ça passe encore beaucoup par la parole. Place ensuite à la musique. Teresa Minillo est une des jeunes en service civique italien qui sera titularisée au sein du collectif. Elle est lauréate du Grand Prix du Conservatoire national en Italie. Accompagnée de sa guitare, elle a interprété plusieurs titres d'artistes italiens. Et c'est parti pour un mois d'animation artistique et culturelle. C'est le collectif pour un service civique européen qui a organisé cet événement. Un des autres projets de l'association est l'ouverture d'un centre de jeunesse à Sarreguemines pour la rentrée 2026. Chaque année, il pourra accueillir une centaine de jeunes venus de toute l'Europe. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, on démarrera la journée de demain sous le soleil, mais les nuages vont rapidement prendre le relais en apportant quelques averses. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Éric et il fera jour de 5h43 à 21h13. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Après plusieurs semaines de travaux de transformation, Intermarché s'installe à Diblin et Putelange-au-Lac. Poussez les portes de vos nouveaux magasins et laissez-vous séduire par des rayons généreux. Produits frais chaque jour, viande et charcuterie rigoureusement sélectionnés et un espace fruits et légumes garni de produits de saison choisis avec soin. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Votre pub sur cet écran. Entreprises, collectivités, associations, faites-vous connaître. Nous créons des spots publicitaires sur mesure. Allez à la rencontre de votre public à la télévision, au cinéma, sur les réseaux et au Snow World d'Amnéville. Mosaïque Cristal Télévision, votre partenaire communication. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Autour d'une grande table, de nombreux élus du pays de Bitche ont assisté à une réunion de présentation du schéma départemental de développement touristique. Le président du comité départemental du tourisme, accompagné d'une délégation du conseil général, ont annoncé les mesures de développement à entreprendre dans les 5 prochaines années. Pour augmenter la fréquentation touristique, le CDT de la Moselle veut miser sur la qualité. Alors tout va être essentiellement axé sur ce qu'on appelle la démarche qualité. Démarche qualité donc au niveau des organismes de tourisme, des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, par exemple dans le cadre de l'accueil. La semaine dernière, d'ailleurs, nous sommes réunis pour remettre à chaque office de tourisme et syndicat d'initiative un petit manuel de façon à harmoniser les accueils dans les différentes structures. Charte de qualité en matière de gastronomie, mais celle-là existe déjà dans le cadre de la Moselle gourmande. Charte de qualité dans différents autres domaines. Il faut absolument, notre gros problème en définitive, c'est de fidéliser nos visiteurs. La Moselle est trop souvent considérée comme un simple lieu de passage. Il est bien évident que nous avons des efforts à fournir, notamment pour fidéliser notre clientèle et aussi pour appeler de la clientèle de l'extérieur. Je parle en particulier de nos voisins belges, néerlandais et éventuellement allemands.
Un bilan de ces 5 dernières années démontre que la fréquentation mosellane est en hausse. Pour les 5 prochaines années, la Moselle veut offrir une autre image et balayer celle d'un département froid et ennuyeux. La Moselle, c'était quoi? C'était le bassin houiller, c'était la sidérurgie. Et c'était des militaires. Vous en avez encore quelques-uns, je crois, à Bitche. Mais enfin, c'est ça. Tout le monde a fait, dans sa famille, quelqu'un qui a fait son service militaire à Bitche ou à Metz, etc. Bon, et la grisaille. Bon, on n'a malheureusement pas l'assurance d'avoir toujours le beau temps. Donc, il faut capter le touriste avec d'autres moyens. Et c'est ces moyens que nous mettons actuellement donc, en œuvre pour le faire venir et le faire surtout revenir. Je crois que c'est ça qui est très important. Le Conseil général financera une grande partie du schéma de développement touristique. L'avenir se dessine en couleurs. Dans le pays de Bitche, les atouts sont misés sur la réouverture du Simserhof et sur l'action des habitants quant au fleurissement, à l'hébergement et l'accueil. Il est 17h55. Les derniers électeurs se pressent au bureau de vote à Étain. Ici comme ailleurs, dans le pays de Bitche, il y a eu un vote contestataire au premier tour. Le Pen battait aisément Chirac et la gauche disparaissait carrément du trio de tête. À voter. Une fresque illustrant une grande bataille pour la République est placée non loin de l'urne. Un hasard peut-être, mais en la regardant, on ne peut ignorer combien il a fallu se battre pour notre liberté, pour l'égalité et la fraternité. Yves est le dernier électeur de la journée. Le compteur affiche 543. Il y a eu 45 votants de plus qu'au premier tour, soit 8%. Tu viens de voter à 6h moins 2. Est-ce que pour toi c'était important de voter aujourd'hui? C'est toujours important de voter. Hein. C'est affirmer son opinion, je crois. Pour tout. Aujourd'hui, surtout, ce qui était important, c'était de se battre un petit peu pour nos convictions et garder un petit peu nos libertés. Parce que c'est quand même il y a quand même un des deux partis qui est extrémiste et ça peut être dangereux pour la France qu'un extrémiste sorte au pouvoir. L'heure est au dépouillement. Cette phase fait l'objet de procédures qu'il convient de respecter scrupuleusement. Les enveloppes sont comptées, les signatures sur la liste électorale aussi. Tout va bien, il y a correspondance avec le chiffre du compteur de l'urne. Pendant que l'équipe municipale commence le dépouillement, Joseph, comme quelques autres étingeois, attend. Bon, le deuxième tour est toujours un peu plus impressionnant que le premier et toujours intéressant de savoir lequel des deux candidats l'a remporté, surtout à Étain. Sachant que les résultats d'Étain sont peut-être représentatifs au niveau national. Au bout d'une dizaine de minutes, une tendance révèle une nette avance de Jacques Chirac. Ce n'est pas une surprise, mais il fallait en être sûr. Céline est fortement intéressée par les résultats nationaux, mais elle a d'abord voulu se rendre compte de ceux de son village. Elle espère fortement qu'autour d'elle, la sagesse reprenne le dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats, mais bon, j'espère qu'il aura moins de voix à Étain qu'au premier tour. Parce que je pense qu'au premier tour, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui pour la contestation. Puis j'espère qu'ils se sont rendus compte que son programme n'était pas applicable. Comme dans toute élection, les bulletins nuls sont trop nombreux. Aujourd'hui, un électeur a choisi de sacrifier son vote pour livrer un message à ses concitoyens. Le maire, pour ne pas détourner la concentration du dépouillement, en promet la lecture plus tard. Il est 18h30, les scrutateurs finissent de comptabiliser. Le maire peut proclamer les résultats. Donc, pour Jacques Chirac, 388 et Jean-Marie Le Pen, 111. On dirait tout simplement que le score de Le Pen est quand même encore relativement élevé pour une localité comme la nôtre. Aussi vais-je vous donner lecture d'un bulletin un peu particulier que nous avons trouvé dans l'urne. Ce n'est pas du tout trahir un secret quelconque. Dans un paisible village, 121 voix pour le Front National. Pourquoi? À Étain, nombreux sont ceux qui ont la foi. Ensemble, ils prient « Je crois en toi ». Tous frères à l'église face à la croix, sauf les Algériens, les Tunisiens, les Turcs, ça va de soi. Pour eux-mêmes, ils réclament plus de droits. Pour les autres, surtout plus de lois. Alors, ils votent Le Pen et sont fiers de leur choix. De ce résultat, j'ai les larmes aux yeux, moi. J'aurais honte de lui donner ma voix. Trouvée dans l'urne.
joliment écrit, et qui résume tout simplement un petit peu la situation de nos modestes localités. Nous avons encore, excusez-moi du encore, 20% de Le Pen, et la fois d'avant, nous avions aux alentours de 23% pour le même candidat. Alors j'estime que pour une petite localité comme la nôtre, ça fait énormément, d'autant plus que nous n'avons pas de cas particuliers, nous n'avons pas de chômage, nous n'avons pas d'étrangers. Or, la question qu'il faut se poser, que demande le français dans les petites localités rurales? Souhaite-t-il plus de réglementation? La réglementation, on peut la mettre en place au niveau de la localité, mais très souvent, elle est bafouée. Le maire d'Étain, comme sans doute bon nombre de ses confrères, est interpellé par les résultats du premier tour. Comment peut-il faire face aux valeurs citoyennes disparues et à l'insécurité qui en découle? La Ruée vers l'air est un magazine des pays, ceux où l'on travaille depuis toujours, ceux où l'on s'installe, ceux que l'on visite. Réalisée par Patrick Eric et animée par Sandrine Meursch de France 3 Toulouse, cette émission est basée autour des réalités d'un même pays. Présenter les caractéristiques de chaque petite région de France avec ses traditions et ses curiosités, tel est l'objectif de ce magazine. Il n'y a pas d'identité pour une région, pour un département, pour un canton peut-être. Là, c'était vraiment la notion de petit pays. Il y en a 460 ou 470 en France. C'est facile à identifier, je dirais, quoi. On a envie d'aller quelque part parce qu'on parle de cette manière-là, qu'on mange cette recette-là, parce qu'on peut visiter telle ou telle chose. C'est complètement abordable, je dirais. Il y a quelques jours, l'équipe de France 3 Sud s'est arrêtée dans le pays de Bitche. C'est au café du centre de Volminster que Sandrine est allée à la rencontre des habitants pour comprendre le plat et leurs traditions culinaires. J'ai hâte quand même de rencontrer les habitants. Je les ai rencontrés par téléphone, ça m'intéresse beaucoup. Et puis là, j'ai très envie d'être un peu plus ethnologue, quoi. C'est là-dessus qu'on est un peu bridé sur cette émission. Moi, j'en ferais bien une émission d'ethnologie pure, presque. Chaque semaine, l'animatrice et son équipe rencontrent dans leur décor ceux qui animent ou réinventent les campagnes et donnent envie d'y courir. Les sensations qu'on peut avoir, on essaie de les transmettre à l'image, quoi. C'est un peu ça le pari, en fait. C'est de ne pas faire que de la belle image carte postale, mais qu'on sente à un moment donné, il fait frisquer, mais ça sent bon, même si on ne l'a pas. C'est un peu mouillé, mais ça s'enfonce. Voilà, les essences, un petit bouquet un peu fugitif comme ça dans un fossé, la couleur d'une vache, etc. La visite de l'équipe de production de France 3 sur notre secteur démontre une nouvelle fois l'intérêt et l'attachement à notre pays, réputé pour son label qualité de vie. Jennifer Haim de Haute-Villers est la 4 millième personne à s'abonner à la médiathèque Roca. Un tel numéro mérite une récompense. La chanceuse s'est vue remettre un cadeau par le maire de Bitche et la directrice de la structure. On a choisi un CD, une heure de connexion Internet et une bande dessinée. C'est ce qui plaît le plus à ce public-là. C'est quoi? C'est le dernier Indochine. Tu l'as pas encore? Ah bah c'est parfait. Elle s'est inscrite mi-avril, mais elle n'était pas disponible avant ce jour pour pouvoir recevoir son petit cadeau. Parce que nous souhaitions la remercier pour ce geste et justement en faire part à tous nos lecteurs pour les remercier d'être fidèles au rendez-vous de la médiathèque. Jennifer a presque 15 ans et la lecture fait partie de ses passions. Elle compte se rendre au moins une fois par semaine à la médiathèque pour emprunter un livre. Qu'est-ce qui te plaît ici ? Tout, les livres surtout, les livres, la littérature. Sur les 4000 abonnés inscrits, seulement 2500 fréquentent régulièrement la médiathèque. Un chiffre motivant, mais encore insuffisant pour Edmond Stenger. Le président de la communauté des communes de Bitche et environ voudrait étendre la fréquentation de cet espace culturel au-delà de notre secteur. Il faudrait étendre l'aire d'influence de la médiathèque. Donc il faut que cette médiathèque soit connue bien au-delà des limites de la communauté de communes. D'ailleurs, mademoiselle Jennifer Haim n'est pas dans la communauté de communes de Bitche puisqu'elle est à Haute-Villers. Donc il faut bien sûr que ça intéresse les habitants de tout le pays de Bitche, mais je dirais même au-delà du pays de Bitche, puisque cette médiathèque peut correspondre à un public de 20 à 30 000 habitants à peu près. Aujourd'hui, avec 4000 inscrits, la médiathèque suit une évolution croissante depuis son ouverture en 1999. Comme Jennifer, vous serez peut-être le prochain numéro chanceux.
Prépare le 2 juin, la fête du centenaire de l'Église, hein, et puis c'est en même temps la fête Dieu. Alors on remonte le reposoir en cristal qu'on avait déjà monté il y a 2 ans. Depuis 2 ans, 9 anciens cristalliers de Saint-Louis se retrouvent dans l'ancienne menuiserie et s'attellent à rénover un ancien reposoir en cristal pour le centenaire de l'église dédiée à Saint-Louis. C'est en 1910 que les ouvriers des cristalleries ont créé un reposoir tout en cristal pour honorer la fête Dieu. Actuellement, je suis en train de monter des petites guirlandes avec des poules qu'on a trouvées. Personne, nous, aucun des jeunes retraités qui travaillent, on ne sait pas d'où ça vient. Mais tout ça, c'est des parties qui faisaient partie de l'hôtel. Alors, imaginez-vous le travail que ça fait, parce que tout ça, ça a été taillé à la main à l'époque. Depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale, ce joyau reposait au fond des archives de la cristallerie. Verriers, tailleurs, menuisiers et décorateurs, tous ont mis la main à la pâte pour l'assemblage du reposoir. Un travail minutieux et passionnant basé sur leur imagination. On a travaillé sur des photos du temps, d'avant-guerre, des photos qui n'étaient vraiment pas très explicites, parce que on travaillait un peu approximativement et c'était comme si on formait, on travaillait sur un puzzle, on formait un puzzle. Mais une fois qu'on avait trouvé le filon, alors là, c'était un travail vraiment passionnant, hein, et c'était vraiment prenant le travail. D'ici le 2 juin, le reposoir en cristal sera monté dans sa configuration complète. La structure atteindra les 6500 pièces et servira de cadre pour la célébration de la messe en plein air du centenaire. Encore quelques jours et le puzzle sera reconstitué pour la plus grande joie de tous. Helmut Kohl à Roppwiller, ce n'est pas un mirage, mais bien la réalité. L'ancien chancelier d'Allemagne est venu dimanche dans le plus petit village du pays de Bitche pour inaugurer un chemin transfrontalier reliant Roppwiller à Eppenbrunn. Un moment fort en émotion. Écoutez, c'est unique, c'est exceptionnel. Ça n'arrivera plus jamais. Ce n'était jamais arrivé, ça n'arrivera plus jamais. Du moins, je ne le pense pas. Je le souhaite à mes successeurs. Mais c'est chose rare. Helmut Kohl a refusé toute interview. Il a préféré rester à l'écart des médias et s'est limité à donner un discours en toute simplicité devant une foule admirative. Vous savez, lorsque je parle de l'Europe, ce que nous faisons d'ici, aujourd'hui, est capital. Parce que ce n'est pas une rencontre au sommet, mais une rencontre entre les habitants. Ici, nous sommes dans notre patrie, de part et d'autre de la frontière, au centre de l'Europe, du moins dans une des plus belles régions de l'Europe, ce que beaucoup de gens ignorent.